risque d'INRAE. Et donc finalement, l'expression d'intérêt que j'avais proposée, c'était quelque chose d'assez ouvert et un petit peu vague peut-être à ce stade, mais il s'agissait surtout effectivement de faire le pont avec ces communautés, avec quand même un focus sur la question effectivement du formalisme et des métriques dans le cas des multirisques. Notamment voilà, dans un cadre d'évolution temporelle également. Je pense qu'on est effectivement dans un cadre où on va dire le formalisme n'est pas complètement posé. Et on a notamment la question de la métrique de la mesure multirisque qui est pas forcément quelque chose de bien précis actuellement. On ne sait même pas forcément si c'est un concept qui est complètement indispensable. Néanmoins, on a besoin d'outils qui permettent de passer de la question du multirisque au calcul pratique et à l'application. Et finalement, c'est ce que j'ai mis dans cette expression d'intérêt avec une application préférentielle, effectivement, sur une forêt, a priori une forêt de montagne, parce que c'est ce que je connais. Mais finalement, il s'agit d'un travail peut-être plutôt conceptuel et un petit peu théorique qui rejoint bien les objectifs de cette tâche. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment effectivement de voir à partir d'études de la littérature et puis quand même d'un ou deux cas pratiques, comment on pouvait proposer ou pas donc des mesures multirisques qui représentent la complexité du système et son évolution dans le temps. Comment on pouvait calculer, évaluer, mesurer le risque pour ces systèmes complexes et évolutifs. Voilà, dans un cadre évidemment multirisque, et puis donc effectivement dans un cadre temporel, dans un cadre forcément avec des variations spatiales aussi. Donc j'ai vu qu'il y avait des expressions d'intérêt dans ce sens-là. À la base, moi j'ai une culture plutôt en statistique et en statistique spatio-temporelle bayésienne. Donc voilà, je pense qu'il y a des ponts avec d'autres expressions d'intérêt sur le sujet également. Et puis voilà, encore une fois, ça reste assez, voire très ouvert à ce stade-là. Mais bon, une expression d'intérêt qui, je pense, rejoint globalement pas trop mal, malgré tout, les objectifs génériques de cette tâche du projet ciblé. Merci Nicolas. Oui, j'ai oublié de te présenter, de dire que tu étais de l'IGE, une nouvelle UMR à Grenoble, originellement à Etna. Tu peux dire ce qu'est IGE? Alors, IGE, c'est l'Institut des géosciences de l'environnement. Donc, c'est une grosse UMR qui, sur la place grenobloise, structure les personnes qui travaillent dans le domaine des géosciences externes. Donc, les problématiques de climat, de glaciers, d'hydrologie en montagne, de risques en montagne. Donc, une UMR de près de 300 personnes, hein, donc une très grosse UMR maintenant. Et voilà. Mais avant, j'étais dans une équipe une unité propre d'INRAE et qui s'appelait ETNA et qui travaillait spécifiquement sur les risques en montagne et les glaciers. Voilà. Et particulièrement les avalanches. Et particulièrement les avalanches. Bon, merci Nicolas. Tu réinterviendras tout à l'heure pour expliquer avec moi la proposition de structuration qu'on fait. Lionel Herzog, est-ce que tu peux prendre la parole pour expliquer ton expression d'intérêt? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour. Merci, bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Alors, Lionel Herzog, récemment recruté en tant que chargé de recherche à l'IGN, basé à Nancy, sur les thématiques de monitoring des effets de changement climatique sur les forêts. Et donc, je ne connaissais pas le concept de multirisque, mais comme j'aime beaucoup réfléchir et penser un peu de manière conceptuelle, ça m'a tout de suite très intéressé la tâche 1 de ce projet ciblé. Et ce qui m'intéresse aussi un peu, c'est de développer des cadres quantitatifs là-dessus. Et d'où mon expression d'intérêt qui va un peu dans l'idée de produire, in fine, un cadre quantitatif pour évaluer ces risques multiples. Alors, ça peut être de façon très théorique. J'avais écrit ça de façon très ouverte.
pour voir un peu comment ces risques se propagent dans ces réseaux bayésiens. L'idée étant que ce cadre statistique permet voilà, de modéliser, de formaliser des systèmes de manière très ouverte, et les effets en fait sont transmis dans ce réseau. Les incertitudes sur ces effets sont aussi transmises tout au long du réseau, et je pense que ça permettrait de bien prendre en compte le concept qui pourrait être développé, et de proposer une quantification, une probabilité sur les métriques qu'on veut suivre à la fin. Voilà, je n'ai pas réfléchi des masses dessus, c'est encore très ouvert, mais je vois que Nicolas Eckert va un peu dans ces mêmes directions de quantification, avec ce focus plus spatio-temporel, à voir comment ça s'intègre là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Merci Lionel. Donc oui, effectivement, en interne, on en reparlera tout à l'heure, mais en interne à INRAE, mais aussi avec quelques participants extérieurs, on avait organisé une école chercheur sur les méthodes et les outils du multirisque en forêt, enfin en général, avec des applicatifs en forêt, en novembre dernier à Chantilly. Et il y avait eu effectivement des présentations de cette approche qui est bien adaptée à l'évaluation des multirisques. Donc, il y a déjà quelques chercheurs qui réfléchissent à cette question, et du coup, c'est la base d'une communauté qu'il sera intéressant de consolider à l'occasion de ce PC. Anders, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour, tu peux présenter ton expression d'intérêt? Oui, vous m'entendez bien là? Très bien. Ok, ben, du coup, je suis écologue forestier et je travaille sur les interactions entre les ongulés sauvages et la forêt. Et mon expression d'intérêt, on peut dire qu'il a deux aspects ou deux dimensions en fonction de comment on voit les choses. Donc par rapport à ce que Eric a présenté tout à l'heure, hein, les ongulés sauvages peuvent entrer dans le multirisque forêt comme un aléa biotique, quoi, hein, parmi d'autres, et donc du coup d'avoir des interactions avec toutes ces aléas. Donc l'expression d'intérêt porte sur ça. Donc du coup l'objet, c'est plutôt la forêt, et ensuite les ongulés entrent comme un aléa parmi d'autres. L'autre partie de mon expression d'intérêt, c'est de considérer les ongulés sauvages comme l'objet lui-même. Et donc, du coup, dans multirisque, et de la même manière que Eric a présenté tout à l'heure la forêt, du coup, avec ces différentes dimensions du multirisque, ben, on peut regarder les ongulés sauvages de la même manière. Et donc, du coup, il y a du multirisque à la fois dans un multi-aléa, et à la fois de fonction comment on définit les enjeux en lien avec les ongulés sauvages. Et il y a des dimensions de multirisque en lien avec ça. Et donc, du coup, c'est amener un cas d'étude pour étudier plutôt de manière un peu conceptuelle et théorique, voilà, comment on peut s'approcher le multirisque. Donc, soit en objet lui-même, soit en interaction, du coup, comme une composante dans le multirisque forêt. Pour résumer rapidement. On peut dire que tu ne pars pas de rien, Anders, puisque ça fait 2 ans que la communauté Ongulés sauvages d'INRAE travaille avec ses partenaires sur la question du risque et du multirisque. Et donc, ce sera une consolidation de ces travaux. Et puis, peut-être aussi, comme tu le disais, une démarche pilote qui pourra donner à voir à d'autres communautés sur la façon de manier le concept et comment on peut le regarder sous différents angles. Merci Anders. Donc, à ce stade, on va passer à la proposition de structuration. Entre-temps, j'avais oublié d'enregistrer le webinaire pour que les collègues qui ne peuvent pas participer ce matin puissent le regarder en podcast. Donc, j'ai déclenché l'enregistrement et vous avez dû avoir une notification à ce propos pour l'accepter. Alors, la réflexion avec Nicolas nous a amené à proposer 4 sous-tâches.
La première qui est de travailler sur ce cadre conceptuel plutôt d'un point de vue bibliographique, analyse de l'existant, comparaison à d'autres communautés, pour aller vers un certain formalisme qui serait adapté à l'écologie forestière, aux questions forestières et aux risques en forêt. Une deuxième tâche qui serait plutôt sur les méthodes et les outils. On a déjà listé un certain nombre de ces méthodes et outils lors du webinaire PC3 avec Johannes. Mais justement, comment on passe de ce formalisme à la mise en œuvre de ces méthodes et de ces outils. Les incertitudes, avec leurs différentes exceptions selon les disciplines et puis aussi leur évaluation et la manière dont elles se propagent dans les différentes chaînes de traitement. Et puis enfin, une question qu'on apporte, c'est celle de la sémantique et la terminologie autour des concepts de multirisque, qui permettra d'unir les communautés qui pourront, suppose-t-on, mieux se parler après avoir fait ce travail de mise à plat des différentes terminologies. Je vais peut-être te passer la parole, Nicolas, pour partager la présentation sur le détail de ces 4 tâches que l'on a évoquées. Ok, merci. Ouais, la façon dont on a structuré les choses, je dirais que on a besoin de réfléchir encore un petit peu, hein, mais la façon dont je pense on voit les choses à ce stade-là, c'est dire que les tâches 1.1 et 1.2, finalement, c'est un découpage un peu chronologique, on va dire, de l'étape de l'analyse, quoi. Tandis que les tâches 3 et 1.3 et 1.4, c'est plus des focus précis sur des points qui nous paraissent mériter l'attention. Donc, effectivement, pour aller sur la tâche 1, bon, pour ne pas répéter ou la sous-tâche 1.1 plus exactement, entre les PC, les tâches et les sous-tâches, on va probablement se prendre les pieds dans le tapis quelquefois, mais voilà. Donc, effectivement, l'idée, c'est de passer déjà de poser un cadre conceptuel. Donc, Eric vous a présenté celui de l'IPCC qui a été bien posé dans le cas des risques, on va dire, simples. Il existe une multitude de cadres conceptuels qui existent également, qui ont été proposés dans le cadre des multirisques. Donc, par exemple, celui qui est représenté ici de Pescaroli et Alexander, voilà, qui parle de risque en interaction, interconnected risk, comme selon le titre de l'article. Donc, faire un petit peu le point là-dessus. L'étape suivante, finalement, c'est d'aller à ce joli schéma. Si on veut faire du quantitatif, ce n'est pas nécessairement obligatoire, hein, mais si on veut faire du quantitatif, comment on transforme ça en une expression formelle de mesure de risque? Donc, j'ai mis voilà, un exemple un peu classique qui est utilisé en analyse de risque dans le domaine financier, par exemple, qui est l'espérance de queue, c'est-à-dire on va prendre la fonction de perte pour un système donné et on va regarder l'espérance au-delà d'un certain seuil, quoi. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez sophistiqué, voilà, qui permet de faire du calcul de risque, de la gestion du risque, de la minimisation. Voilà. Donc, à ma connaissance, pour avoir quand même déjà pas mal regardé la question, dans un cadre multirisque, voilà, ce genre de choses, ça reste encore très exploratoire, très peu posé, et finalement sans consensus très très clair. Et puis ensuite, on va avoir à des questions, je t'ai lu, je termine juste peut-être la présentation de la tâche. Quand même, aller, pour pas être dans du purement hors sol, finalement, comment tout ça, ça peut s'appliquer ou pas dans le cas des socio-écosystèmes forestiers. Et si on a des manques, finalement, par rapport à cette application spécifique, et quel cadre conceptuel, quel formalisme est à développer pour permettre l'analyse et, si possible, la quantification des risques multiples pour ces socio-écosystèmes. Anders? Oui, je ne voulais pas vraiment t'interrompre dans ta présentation. C'était juste une petite remarque par rapport au travail un peu conceptuel. C'est comment dire, quand je parle du risque,
autour des ongulés sauvages, hein, et quand je rencontre les gestionnaires, j'ai souvent des interrogations et des questions sur le fait que ça a une dénotation un peu négative. Et donc, du coup, lié aux ongulés sauvages, il y a aussi à prendre en compte des effets positifs et des bénéfices. Mmh. Et du coup, j'ai réfléchi un peu et de mon point de vue, donc ça, c'est éventuellement des échanges qu'on pourrait avoir, hein, dans le cadre de ce projet-là, hein, c'est de quelle manière on pourrait éventuellement prendre en compte ces choses-là. Et donc, il y a différentes manières, mais une manière, c'est en fonction de comment on formule les enjeux. En reformulant les enjeux, on peut faire entrer, du coup, des effets positifs, ce que les acteurs appellent des effets positifs, mais de manière dans le cas de risque, et opposer, du coup, différents aléas de cette manière-là. Et donc, dans ce cas-là, je trouve que le formalisme du multirisque est intéressant, quoi. Très bien. Je pense que oui, qu'il y a pas de, que ça peut peut-être se poser dans un cas de multirisque, mais finalement, même si si tu, donc ça, je pense que c'est un point sur lequel on pourra travailler. Suivant la façon dont tu décris ton système d'intérêt, ça peut être juste une façon de regarder les états d'un système, par exemple ta forêt, qui peut être impacté positivement par un certain nombre de choses. Et donc, quand tu vas définir une statistique ou plusieurs statistiques de ton état forestier, tu vas prendre en compte aussi certainement des effets positifs, quoi. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Eric? Alors, l'étape suivante, finalement, c'est une fois qu'on a un cadre conceptuel et éventuellement un formalisme mathématisé, c'est comment est-ce qu'on passe à une évaluation ou, si possible, à une quantification du risque. Donc, Eric en a parlé, on avait organisé une école chercheur sur la question, qui a notamment inclus une journée méthode très riche avec des tables rondes qui ont fait émerger un certain nombre de questions. L'idée, c'était de faire intervenir des chercheurs qui avaient des approches disciplinaires et méthodologiques différentes qui permettent de répondre ou en tout cas de traiter la question. Donc, avec des approches de type arbre, des méthodes de statistique bayésienne, des modélisations statistiques plus génériques, des questions d'évaluation multicritères, de systèmes dynamiques dans un cadre plus déterministe, un peu stochastique, des approches plus SHS, notamment basées sur l'histoire, qui permettent de prendre en compte la dimension temporelle, et puis des focus sur des bases de données et des plateformes de modélisation qui permettent également d'apporter des éléments de réponse, quoi. Et donc, effectivement, dans cette tâche, ce qu'on a envie de voir, c'est effectivement comment, une fois qu'on a posé un formalisme et un cadre conceptuel, on peut y aller et donc arriver à produire des calculs, des diagnostics, des évaluations de façon quantitative, mais pas forcément. Comment tout ça, ça s'applique au socio-écosystème forestier sur sans doute un certain nombre de systèmes un peu modèles concrets ou semi-théoriques, sans empiéter sur ce qui se fera par ailleurs dans l'ensemble du PC, mais on pense que si on ne veut pas faire que du théorique dans cette tâche-là aussi, on aura besoin finalement d'aller un petit peu jusqu'à l'analyse, même si on devra quand même savoir jusqu'où, entre guillemets, on souhaite aller. Où est-ce qu'on met la barre, entre guillemets, par rapport au lien avec les autres tâches. Donc finalement, une suite un peu logique de la tâche 1.1. Tu peux passer, Eric. On a mis un point spécifique sur la question des incertitudes, notamment, je pense, pour des raisons sémantiques et des raisons de discussion avec un certain nombre de communautés et aussi avec les gestionnaires. À titre personnel, par rapport à ma culture d'origine, j'aurais pas mis ça comme quelque chose de spécifique, parce que pour moi, quand on fait de la modélisation du risque, quelque part, on traite nécessairement de la notion d'incertitude. Mais néanmoins, il y a des communautés qui se reconnaissent pas du tout là-dedans, notamment l'économie fait une distinction très claire entre la notion du risque et la notion d'incertitude,
que la statistique décisionnelle, par exemple, ne fait pas. Mais bon, en tout cas, il nous paraît important, au moins en termes de réflexion spécifique, d'afficher clairement cette notion d'incertitude, notamment comment on la place, comment on la positionne dans le cadre du formalisme et de son implémentation, avec sans doute quand même 2 points un peu spécifiques qu'on voudrait vraiment traiter dans cette sous-tâche. C'est la question de l'incertitude radicale, ce que certaines communautés appellent l'incertitude radicale, c'est-à-dire finalement celle qui est à prendre en compte lorsqu'on est en dehors de tout cadre posé, justement, qu'on ne sait pas encore poser un cadre, qu'on ne sait pas du tout finalement, ne serait-ce que conceptualiser le problème. Et donc ça, dans nos notions notamment des risques multiples émergents, c'est quelque chose qu'on va rencontrer. On a eu un rapport auquel des personnes, je ne sais pas si, en tout cas Marielle Brunette, qui je pense malheureusement n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle est occupée par ailleurs, a contribué, nous a expliqué finalement à partir d'une étude bibliométrique comment ce cadre-là pouvait s'appliquer dans le domaine des risques et des multirisques. Et puis un second point, peut-être plus spécifique ou plus quantitatif, qui est celui des méthodes de partition et de propagation d'incertitudes dans les modèles quantitatifs, avec peut-être une application, même si je ne l'ai pas mentionné ici, au cas des scénarios climatiques. Voilà, on a des méthodes de partition d'incertitudes en fonction des scénarios, des méthodes de downscaling, voilà, qui sont finalement part de l'analyse de risque, mais que peut-être il est intéressant de mettre en lumière spécifiquement. Voilà. Et le dernier point, qui est également un focus un peu plus spécifique, qui est sur finalement le dialogue entre les données, les concepts, le vocabulaire. Donc finalement, c'est établir un peu formellement les liens entre à la fois les concepts et les données, donc avec une approche de type ontologique qui va décrire finalement formellement ces liens et les expliciter. Donc afin de faire le lien entre les communautés et les disciplines, donc un rôle un peu sémantique, un rôle de catalogue et de lien, et puis aussi, je pense, dans un cas d'application pratique, un rôle plus de passerelle plus direct finalement entre les bases de données et les modèles éventuellement, finalement d'expliciter comment les liens peuvent être faits pour pouvoir mener concrètement l'analyse multirisque. Voilà un petit peu comment on a structuré les choses à ce stade-là, sachant que sans doute c'est largement ouvert encore à la discussion. J'ai fini sur... Alors, merci Nicolas. On a effectivement eu comme méthode plutôt un découpage a priori s'inspirant de ce que la feuille de route cadrait. Donc, on n'a pas fait une procédure qui consistait à regarder les expressions d'intérêt et à les structurer. Et on n'a pas fait non plus la correspondance entre les expressions d'intérêt et les sous-tâches qui sont proposées. Ça reste à faire. Et on a le sentiment que dans ce travail qui reste à faire, on va constater que des sous-tâches resteront orphelines. Donc, et notamment celle-ci, mais elle est en lien avec le PC5 et j'ai eu des discussions avec Christian Pichot qui anime le PC5 et on fera certainement ce travail sans forcément qu'il y ait eu d'expression d'intérêt, mais en interne et en interrelation avec le PC5. Avant de passer au point de discussion que j'ai juste pour terminer, je rappelle un certain nombre d'éléments de calendrier. On se situe ici en deuxième bullet point dans ce calendrier. Donc, on a soumis en février un document de cadrage. Ce cadrage, on l'a rappelé aujourd'hui, notamment pour la tâche 1. Et jusqu'à la fin du mois de juin, on a ces webinaires dans tous les PC. Donc, il y a eu beaucoup de webinaires, parfois simultanés. Ça a été un moment de foisonnement et de proposition de recherche très bottom-up qui est loin d'être décanté. Hein. On est encore dans une phase où le foisonnement est important.
Et la décantation va se faire entre le point 2 et le point 3, c'est-à-dire pendant l'été, par deux voies. Une voie qui va être la vôtre, c'est-à-dire que vous, les porteurs d'intérêt, vous allez discuter entre vous maintenant que vous avez connaissance et tout est partagé sur les plateformes collaboratives. Donc, vous pouvez repérer des porteurs de projets qui font des propositions proches des vôtres et discuter pour former des propositions plus consolidées. Et puis nous, en parallèle à tout ça, les animateurs allons aussi aider à décanter l'ensemble de ces propositions pour aboutir à des propositions de structuration et de décision qui vous seront présentées début septembre. Parce qu'en septembre commencera la phase de rédaction qui devrait durer 2 mois et qui aboutira à des échanges avec vous, mais sur quelque chose de très structuré, de rédigé, et dans lequel vous aurez aussi votre part de tâches de rédaction pour les tâches et les sous-tâches dans lesquelles vous vous impliquerez. Voilà, avec un objectif de commencer les travaux début 2024. Et dans ce travail-là, il y aura des choses qui seront incluses dans les projets ciblés et des choses qui ne le seront pas et qui pourront être accompagnées, supportées, aidées par les appels à projets qui s'ouvriront pour une première vague en 2024. Donc voilà, tout ne se trouve pas dans les projets ciblés. C'est une première proposition, disons, de science semi-mature, mais ce qui est de la science plus front et plus innovante ou sur des sujets qui sont plus latéraux au cœur de cible, eh bien, ça pourra faire l'objet d'appel à proposition. Voilà, et donc pendant toute cette phase estivale, même s'il n'y aura plus de webinaire, les discussions continuent sur les plateformes collaboratives, sur le mail, et on continue d'échanger et de consolider ensemble. Voilà, ça, c'est les éléments de calendrier que je voulais vous donner. Et donc, cette liste de questions à discuter maintenant, on va partager la parole. D'abord sur la question des sous-tâches, est-ce que vous vous y reconnaissez? Ça vous semble cohérent? Est-ce qu'il y a des manques? Ensuite, derrière ces sous-tâches, qu'est-ce que vous y voyez? Comment vous vous y situez? Donc, vos expressions d'intérêt en font-elles partie? Et quelles sont les actions précises qu'on pourrait mettre en œuvre? Les liens avec les autres initiatives. Donc là, peut-être que Nicolas reprendra la parole pour présenter un petit peu le panorama qu'il suit de près. Et puis, de savoir si d'ores et déjà vous aviez discuté avec d'autres porteurs d'expression d'intérêt pour éventuellement effectuer les rapprochements que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. On en a terminé et maintenant, je vous passe la parole. Oui, Oliver, je vois que la main est levée. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, je m'excuse, je suis arrivé un peu en retard, du coup, j'ai raté le début de ton exposé. Donc, Oliver Brendel, je suis à Nancy, dans l'UMR Silva, un écophysiologue de l'arbre. Et Eric, tu as dit dans ton introduction quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que mon expression d'intérêt tombe un peu là-dedans. C'était que vous allez travailler sur la clarification de chaque composante, et de chaque composante, sa dimension multifacette, donc multi-alia, multi-vulnérabilité, tout ça, où c'est la multi-vulnérabilité qui m'intéresse spécifiquement avec ce que j'avais proposé, ce qui est en principe assez théorique, ça peut être assez théorique ce que j'ai proposé. Et par contre, je ne retrouve plus ça dans votre structuration. Du coup, je me suis demandé, cette partie-là, ça tombe dans quelle partie? C'est dans le cadre conceptuel? Il y a finalement beaucoup de choses dans le cadre conceptuel. Si je comprends bien, le point que tu soulèves, c'est celui qui a déjà fait l'objet de discussions, peut-être dans le PC3, dans la tâche 3 et dans la tâche 2, sur les relations, enfin les impacts d'effets cumulatifs, d'effets chroniques, comparativement à des effets plus extrêmes d'aléas. Et
c'est clairement quelque chose qu'il faudra qu'on instruise dans la tâche, dans la sous-tâche 1 de la tâche 1, il me semble, parce que c'est une question qui préoccupe beaucoup la communauté forestière et il faut qu'on arrive à embarquer cette question-là dans notre problématique. Et parce que moi, je pense là, il y a vraiment quelque chose d'un peu théorique aussi à faire, peut-être plus précisément, moins détaché que les choses qui étaient présentées. C'est que pour la vulnérabilité, elle se passe souvent sur cet un peu ancien concept de tolérance, résistance et tout ça, qui était en principe développé pour des plantes annuelles herbacées. Souvent, on voit très rapidement la limite avec les arbres comme organisme perpétuel, avec des réserves, avec une structure qui est en place et tout ça. Et je pense là, il faudra aller plus loin, il faudra travailler sur, c'est ce que j'avais proposé, sur des stratégies plantes entières. Et parce qu'une stratégie plante entière de l'arbre dans son contexte peut du coup plus facilement, je pense, joindre différentes vulnérabilités par rapport à différents aléas et faire cette combinaison du coup un peu plus théorique que juste expérimentale en ajoutant différents aléas et en observant du coup les vulnérabilités des arbres. C'était un peu ça mon idée, et c'est pourquoi j'ai mis mon expression un peu à cheval entre 1 et 2. Je ne savais pas encore trop qu'est-ce qui était bien dans le 1. Donc, mais finalement, je me rends compte, je tombe peut-être plus dans le 1 que dans le 2 avec ce que je propose. Et en fait, on va recruter un jeune CR à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, sur cette thématique. Quand tu dis dans le 1 ou dans le 2, tu parles de la tâche ou de la sous-tâche? De la tâche. De la tâche. Ouais. Et je me rends compte que je tombe peut-être plus dans la tâche 1 finalement que dans la tâche 2. Oui, je crois que c'est important qu'on ait des personnes comme toi qui portent ce sujet-là dans la tâche 1, même si s'il y a des choses à faire dans la tâche 2, tu y sois aussi. Mais il faut que la réflexion elle soit menée dans la tâche 1. C'est vrai que les questions de vulnérabilité, il y a d'autres dimensions aussi. Il y a des travaux qui distinguent clairement ce qu'on appelle la vulnérabilité intrinsèque et puis la capacité à faire face. Et ce, dans une vision dynamique des choses, hein, c'est-à-dire que ces paramètres-là évoluent dans le temps en fonction du contexte. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on instruise aussi. On a aussi une réflexion en cours, toujours avec le fameux projet ciblé 1 en cours de montage et sur lequel on sait peu de choses. Mais pour les discussions qu'on a pu avoir récemment avec les porteurs que sont Bruno Locatelli et Georges Künzler, une sorte de frontière un peu grossière, mais qui permet quand même de fixer les idées entre les deux PC dans les domaines de résistance-résilience serait plutôt les notions de résistance, donc finalement l'antinomique de la vulnérabilité dans le PC2, et les aspects de résilience, recouvrement, recovery après perturbation ou après coupe, plutôt dans le PC1. Voilà très schématiquement où on en est dans la partition thématique entre ces deux PC. Oui, merci pour cette clarification. Et Eric? Oui. Dans la présentation de Nicolas, du coup, avec les différentes sous-tâches, je ne voyais pas très bien, du coup, les liens avec les autres tâches dans le PC2. J'avais l'impression que c'était plutôt des sous-tâches qui étaient, on va dire, propres à la tâche 1, du coup. Et que les ponts avec les autres dont tu avais parlé au début là, de ta présentation, je ne les voyais pas trop. Là. Alors, on en a ici. Évidemment, si on utilise comme méthode de travail le couplage de modèles à base de processus sur la plateforme CAT6, on est très clairement en interface avec la tâche 3, avec la modélisation. Si on fait des travaux applicatifs, comme l'évoquait Nicolas dans le cadre de la mise en œuvre de méthodes sur des jeux de données peut-être un peu théoriques pour éventuellement faire du benchmarking, du comparatif, on peut voir où se situe
Jusqu'où va-t-on et où passe-t-on la main à la tâche 3? Voilà aussi une question qui se pose en lien avec les autres tâches. Ici, dans le 1.3, évidemment, la propagation de l'incertitude dans les chaînes de modélisation qui seront développées dans la tâche 3. Créer un lien entre ce 1.3 et la tâche 3. Et ici, les questions d'ontologie et notamment d'interopérabilité entre les modèles, entre les approches, et éventuellement de partage de données, créer un lien entre cette sous-tâche 1.4 et le PC et la tâche 2 sur le monitoring. Ouais, si je peux compléter, on peut même espérer que le point à la tâche 1, qui est un peu le 1.1, qui est finalement d'essayer de mieux préciser ce que c'est qu'un cadre et un formalisme multirisque, pourrait servir à une bonne partie du reste du PC, quoi. C'est peut-être un peu ambitieux, mais en même temps, c'est une question que le reste du PC va forcément à un moment donné être amené à se poser, quoi. S'il veut à un moment donné aller jusqu'à une analyse ou à une quantification encore plus multirisque, quoi. Donc, je pense que peut-être que nos résultats pourront lui être utiles, on peut l'espérer. Tout à l'heure, on a développé trois propositions de travaux qui sont clairement positionnés sur la tâche 1, mais les autres qui avaient nommé la tâche 1 comme un intérêt peut-être secondaire, mais néanmoins peut-être important, si vous voulez prendre la parole pour expliciter vos travaux, de sorte que la phase suivante de rapprochement entre porteurs se facilite. Oui, Christelle, bonjour. Oui, je crois que Nathalie Bredel avait levé la main bien avant moi, donc je peut-être. Excuse-moi, je ne vois pas tout le monde en même temps. Merci de le dire. Bon, écoute, Nathalie, vas-y. Oui, c'est pas grave. C'était une proposition aussi d'intégrer dans le 1.1 là une réflexion et une analyse un peu critique du nouveau document du GIEC, donc qui travaille plus du tout avec ce trèfle à 3 pétales, mais avec un trèfle à 4 pétales, ou alors à 3, mais avec toutes ces bascules possibles d'un aléa qui devient un facteur de vulnérabilité pour le risque suivant. Et je pense que ce serait quand même bien qu'on s'approprie ces nouvelles propositions. Donc, c'est dans l'AR6, hein, le dernier exercice. Il y a un chapitre complet dédié au concept, en fait. Oui, tout à fait, c'est bien de le mentionner. Les choses évoluent vite dans des domaines qui ne sont pas forestiers. Et il faut qu'on s'en inspire et il faut qu'on voit l'intérêt qu'on peut y trouver. C'est, comme le disait Nicolas, pas la seule proposition de formalisme que celle du GIEC, hein, qui est plutôt liée au risque climatique. Mais on a vu tout l'intérêt jusqu'à présent de se l'approprier. Il faut aussi qu'on explore les autres propositions de formalisme comme les risques composés, les risques interconnectés, les risques en cascade et toute la littérature qui est liée. Ouais, merci Nathalie. Ce qui m'intéresse dans la version 2022 ou 2023, c'est d'intégrer dans le schéma les réponses spontanées des écosystèmes ou réponses pilotées par l'homme, hein, que ce soit de la parade pour réduire les aléas ou que ce soit des efforts, je ne sais pas, d'atténuation ou d'adaptation. Et quand on s'adapte, on joue sur la vulnérabilité ou sur l'exposition. Donc, en fait, intégrer dans le schéma, ça permet, je trouve, d'aller vers une intégration temporelle, parce qu'on peut réfléchir à intégrer les actions qui progressivement vont jouer sur une ou deux composantes du risque.
Oui, on crée un lien plus fort entre évaluation et gestion du risque. Ouais. Voilà. Et de manière dynamique dans le temps, parce que les cascades du risque, ça se déploie dans le temps et on ne fait rien, on ne fait pas rien pendant que ça se déploie. On peut avoir effectivement des actions intermédiaires ciblées sur certains risques qui permettent d'atténuer les conséquences des risques suivants. Ouais, c'est intéressant ça. Du coup, Christelle? Oui, bonjour, donc Christelle Robinet de l'URZF, donc zoologie forestière à Orléans, INRAE. Donc moi j'avais soumis une expression d'intérêt plutôt dans la tâche 3 sur la modélisation, parce que je suis modélisatrice, et plutôt pour la prise en compte dans les aléas des risques enfin, des maladies, enfin des insectes forestiers, donc la prise en compte de tout ce qui est risque biotique en fait. Et donc, voilà, ça m'intéresse de participer à toute cette réflexion sur la conceptualisation, la quantification aussi des multirisques et sur l'incertitude, comment elle peut se propager. Et voilà, dans mes réflexions, je me rapproche aussi un peu de l'expression d'intérêt d'Anders, parce que pour moi, je m'étais aussi posé cette question-là. Est-ce que l'objet, c'est la forêt, ou est-ce que l'objet, ça peut être, pour Anders, c'est les ongulés sauvages, ça peut être aussi les insectes forestiers. Voilà, donc je partage aussi ces interrogations et ces voilà, différentes manières d'approcher cette question-là. En fait, il n'y a pas l'exclusivité d'un objet. Une communauté qui travaille sur un sujet donné peut emporter dans son sujet plusieurs enjeux. Mais l'important, c'est d'arriver à les distinguer et d'être très clair dans sa tête sur quand on fait une évaluation et une gestion du risque, c'est par rapport à quel enjeu. Donc, Anders pourrait développer toute l'approche qu'ils ont mûrie pendant les 2 dernières années. Lorsqu'on regarde un sanglier comme un élément qui peut subir des collisions sur des réseaux de circulation, il est complètement différent comme enjeu que lorsqu'on le regarde comme un élément, un aléa qui va abrutir de la régénération forestière. Et il faut complètement changer de système, mais en intégrant quand même à chaque fois les 3 composantes que sont l'aléa, l'enjeu et la vulnérabilité. Et on voit que le même animal, Anders l'a bien montré dans ses travaux, peut se balader sur ce fameux trèfle et changer de place selon l'angle choisi. Donc, à chaque communauté de faire ce travail-là, un petit peu amont, pour se mettre d'accord sur la façon de conceptualiser les risques au sein de sa communauté. Et ensuite, les choses sont beaucoup plus claires. Et les enchaînements qu'on pourra faire entre cette communauté, par exemple des risques biotiques type ravageurs en forêt, avec d'autres risques, seront eux-mêmes simplifiés, enfin clarifiés. D'accord. Merci. Alors, je vois Benjamin, peut-être, et ensuite Philippe. Oui, bonjour. Donc Benjamin Braqui, UMR Biogéco. Et donc mon nom apparaît dans les porteurs ayant mentionné la tâche 1. Donc je voulais préciser que l'expression d'intérêt qu'on avait mise, on l'a mis au titre de notre équipe, qui inclut quand même pas mal de monde. Et on a mentionné la tâche 1 dans notre expression d'intérêt, puisqu'en fait, quand on a parlé un peu de multirisque dans l'équipe pour essayer de savoir ce qu'on allait remonter, et tous les termes de vulnérabilité, résistance, résilience, etc., sont des termes, des mots qu'on utilise. Et donc, en fait, j'ai l'impression que dans ce que vous avez présenté, on s'inscrit bien dans la partie ontologie. Identifier comment on utilise le vocabulaire et comment le mettre en lien avec d'autres communautés éventuellement. Voilà. Et cette réflexion, elle venait en particulier des physiologistes de l'équipe qui, par exemple, s'intéressent à la vulnérabilité des arbres, au stress hydrique, par exemple, ou ils ont aussi travaillé pas mal sur leur probabilité de survie après les incendies et des choses comme ça. Donc là où je voyais peut-être une contribution, nous, elle est peut-être plutôt sur la partie ontologique.
Eh ben, c'est super, la partie ontologie n'est plus orpheline. Merci. Philippe? Oui, d'abord, excusez-moi pour mes allers-retours entre les deux visios, mais dans mon labo, donc moi je suis sociologue à INRAE et je travaille plutôt sur la tâche 4 et 5. Et comme il y avait une réunion en parallèle, c'est pour ça que je vous ai quitté au moment de la présentation pour revenir. Non, là, moi, ce qui m'intéressait, et c'est intéressant ce qui m'intéressait, c'était de savoir justement, est-ce que vous preniez aussi en compte la vulnérabilité sociale, les aléas socio-économiques, et un peu à l'image de ce que propose Anders avec les sangliers. Est-ce que différents acteurs de la gestion forestière ou usagers de la forêt peuvent être considérés également comme faisant partie d'une des composantes du risque, soit comme un aléa, soit comme un enjeu, soit comme une vulnérabilité. Notamment du côté des SHS, il est pas mal question de vulnérabilité sociale. C'est-à-dire qu'on sait très bien que des propriétaires forestiers, suivant leur capital socio-économique, culturel, vont pas réagir de la même manière à un risque tout seul, mais surtout à une cascade de risques. Donc, c'était un peu de savoir si il y avait moyen, effectivement, d'élargir un petit peu la liste, notamment des aléas biotiques, abiotiques, mais aussi de regarder ça du côté voilà, des acteurs qui pouvaient faire partie aussi de cette composante multirisque. Oui, je dirais complètement, hein, c'est quelque chose qui reste à faire dans le domaine forestier. Mais du coup, je te retourne en fait, la tâche vous revient, quoi. Il faut que vous... mais on peut le faire ensemble, c'est-à-dire avec l'expérience qu'on a d'attaquer un nouveau domaine et de voir comment le schéma conceptuel peut être tordu pour s'adapter à cette nouvelle offre. Donc, on peut faire ce genre de travail ensemble, mais il y a un moment donné où c'est quand même les sciences humaines et sociales qui amènent leurs problématiques, comme tu es en train de l'expliquer, et qui essayent de se fondre dans un schéma déjà préétabli, ou qui contribuent à le faire bouger, ou qui peuvent effectivement proposer qu'on change de schéma, ou qu'on fasse évoluer le schéma. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres collègues dans nos groupes là, qui relèvent également des sciences humaines et sociales, mais voilà, je pense que ça serait intéressant d'avoir cette réflexion-là, effectivement, à plusieurs de nos disciplines sciences humaines et sociales pour amender les schémas conceptuels. Je pense que dans la communauté qui travaille sur les ongulés sauvages, Anders a des collègues qui sont positionnés, même si lui ne l'est pas, des collègues qui travaillent là-dessus. Si je peux juste compléter un petit point, donc, étant extérieur à la communauté forestière, je pense que de toute façon, l'idée c'était d'avoir les réflexions au moins à la base, les formalismes les plus génériques possibles, et puis après de voir effectivement qu'est-ce qui peut être utile à cette communauté en particulier. Donc ça, je pense que c'est pas à Eric et à moi du tout de le fixer. Au contraire, autant être le plus ouvert possible, et puis effectivement après réfléchir à comment on peut implémenter en pratique, qu'est-ce qui peut être utile, sachant que l'implémentation pratique détaillée, finalement, je pense pas qu'elle soit tellement du ressort de cette tâche-là non plus, quoi. Donc, ce sera peut-être fait ailleurs dans le PC de savoir quels sont les systèmes qui sont vraiment qu'on envisage d'étudier en détail, quoi. Mais nous, on fera certainement des petites choses. Mais voilà, on peut proposer des schémas au moins à la base qui soient très très larges et aussi intégratifs que possible, quoi. Je pense que c'est justement l'objectif, quoi. Anders, tu veux compléter? Oui, c'était voilà, tu profiter du coup de la remarque de Philippe pour dire que voilà, je pense que voilà, en tout cas de mon côté sur les ongulés sauvages et la forêt, d'impliquer voilà la notion voilà des gestionnaires, des acteurs dans le multirisque, je pense que c'est très important. Hein. Si je prends, c'est assez complexe aussi, hein, mais si je prends un exemple relativement simple, c'est voilà, la chasse par exemple hein, peut subir vraiment
une pression sociétale et donc du coup, ça peut éventuellement remettre en cause voilà, la chasse du grand gibier. Et en cascade, du coup, ça peut éventuellement augmenter le risque de dégâts en forêt sur la régénération forestière. Par exemple, voilà, c'est un enchaînement impossible. Voilà. Mais voilà, il peut aussi d'avoir un enchaînement dans l'autre sens. En fonction de comment on gère, du coup, les risques en forêt, bah, ça peut impacter, du coup, les chasseurs ou d'autres acteurs. Et voilà, ça peut être un risque pour ces personnes-là. Donc, je pense que c'est assez important voilà, d'échanger et discuter autour de voilà, comment intégrer ces acteurs et les gestionnaires dans le multirisque. Alors, il y a un point qu'on avait listé dans les sujets à discuter, c'est le lien avec les autres initiatives. Je te repasse la parole, Nicolas. Est-ce que tu peux brosser très rapidement les liens qu'on a déjà identifiés et voir ce qu'on pourra faire pendant la durée des 7 ans du PC2 avec ces communautés? Ouais, bah, je pense que justement, si tu m'as demandé de contribuer, Eric, c'est justement un petit peu pour ça. Donc, c'est effectivement d'essayer d'irriguer autant que possible la communauté forestière avec ce qui a pu se faire ailleurs, et puis réciproquement, puisqu'il y a un effort important qui est fait dans ce PEPR sur le multirisque. Je pense que c'est vraiment notable et ce sera apprécié, c'est un sujet compliqué, et ce sera important de faire bénéficier les autres communautés de ce qui aura été développé spécifiquement ici. Parce que je pense que la question du multirisque, effectivement, tout le monde se casse un petit peu les dents là-dessus actuellement, donc ça va intéresser du monde. Une initiative importante qui démarre actuellement, c'est effectivement le PEPR IRIMA, donc, qui traite des risques naturels et NATEC en France, donc, et un peu plus largement, mais donc, essentiellement périmètre national. Effectivement, il y a forcément par construction dans ce PEPR beaucoup de gens qui sont spécialistes du risque, à la fois des applications dans le domaine géophysique mais également du point de vue du formalisme. Donc ça peut être intéressant. Ce qu'il n'y a pas du tout dans IRIMA, c'est les aspects écosystémiques, les enjeux finalement, le risque pour des enjeux qui sont non anthropocentrés, quoi. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'interaction avec ce qui peut se faire dans ce PC-là peut être intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont amenées à être mobilisées dans les deux PEPR, j'imagine, ou en tout cas dans le PEPR IRIMA et dans le PC multirisque de forêt. Je pense qu'il sera important, une fois que les deux PEPR auront avancé un peu sur leur structuration aussi, de voir comment on peut faire émerger des initiatives un petit peu conjointes. Et après, deux autres initiatives, deux autres groupes finalement à l'intérieur desquels cette notion de multirisque est importante et actuellement discutée. Il y a beaucoup de gens d'INRAE autour de la table, j'ai l'impression, donc je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a maintenant un métaprogramme sur les risques multiples. Donc c'est intéressant, je pense, en termes de personnes là aussi qui sont autour de la table, qui ont des compétences à partager et qui partagent le fait d'avoir des risques également pour des objets, on va dire, liés aux écosystèmes et au fonctionnement et à l'écologie. À titre personnel, on l'a mentionné ici, je porte un projet qui s'appelle Rimini dans le cadre de ce métaprogramme, qui est un tout petit projet, mais qui rejoint ces questions de formalisme. Je pense qu'il pourra être intéressant, effectivement, c'est de faire de profiter les uns et les autres des développements. Je pense que le métaprogramme en particulier, ça draine beaucoup de gens. Il faut bien dire que ce n'est pas non plus quelque chose qui a beaucoup de moyens. Donc, je pense que c'est aussi l'interaction entre les deux initiatives peut se faire dans la mesure où je pense que
le métaprogramme peut amener un cadre de réflexion, des compétences, un intérêt d'une communauté de recherche pour la question. Le PEPR peut être une occasion finalement de mettre ces idées en pratique aussi, quoi, en permettant de mener des actions concrètes que peut-être le métaprogramme n'a pas les moyens de soutenir. Et puis, j'ai mentionné également le GET Risque à l'envie, qui est une communauté où on essaye finalement de réfléchir sur la notion de risque et de risques multiples pour les socio-écosystèmes depuis un grand nombre d'années maintenant, qui est plutôt une fédération entre les communautés de recherche nationales qui dépendent des grands organismes et des universités. Je pense que la question du multirisque et du lien avec les écosystèmes, elle est abordée dans ce groupe depuis pas mal de temps. Je pense que c'est quelque chose qui pourra amener des idées intéressantes sur le PEPR. On va dire une nouvelle toute chaude que je vous amène par rapport à ça. Je crois qu'Éric, tu n'es même pas au courant. Au niveau du GET, on a travaillé beaucoup ces derniers mois pour faire émerger un topic au niveau du Belmont Forum sur les risques multiples, notamment liés aux interactions homme-nature et aux risques composés. Et donc, ça, le week-end dernier, ça a été validé au niveau du Belmont Forum. Donc, on aura bien un appel à projet international sur cette question-là, avec des contributions des US, du Japon, de Taïwan notamment. Ça a été très bien accueilli, ça a très bien marché. Donc voilà, je pense que peut-être aussi à ce niveau-là, une opportunité de renforcer la dynamique au niveau international sur la question des multirisques, notamment au niveau des interactions entre l'environnement et les sociétés. Qui est quelque chose qui maintenant fédère un effort de recherche important, quoi. Et juste pour boucler la boucle, je pense que pour toutes ces questions-là, la question du formalisme et de l'implémentation pratique des analyses multirisques, c'est vraiment quelque chose de central qui est encore mal posé, mal caractérisé, et sur lequel les travaux qu'on va pouvoir peut-être faire dans le cadre de ce PC pourront être importants et pourront débloquer pas mal de choses. Voilà. Merci Nicolas pour ce petit tour d'horizon. Et il y a certainement d'autres communautés, d'autres groupes d'intérêt qui existent. On n'en a mentionné que quelques-uns, mais je pense qu'effectivement, comme on a un sujet là qui est assez générique finalement, même si on va regarder l'application spécifique à la forêt, il sera vraiment important qu'on puisse arriver à faire ces passerelles-là pour à la fois faire bénéficier les autres de ce qu'on fait et bénéficier de ce qui existe déjà. La mise en œuvre de ces ponts, c'est vraiment quelque chose qui est attendu dans la description détaillée du projet par les évaluateurs de l'ANR. Donc là, on a des éléments concrets d'établir des liens avec ces communautés et en particulier inter-PEPR, ça c'est très attendu. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour montrer et ensuite pour activer ces liens. Est-ce que certains d'entre vous veulent soit parler de leur expression d'intérêt, soit toute autre intervention ou question? On a encore un peu de temps. Il est 10h25. Alors, il y a une main qui se lève. C'est Sylvain, c'est ça? Je ne suis pas sûr. Christelle, j'ai juste une question au niveau calendrier, parce que dans les diapositives, vous avez parlé de la mise en œuvre des travaux début 2024, mais cette tâche-là a vocation à durer sur combien de temps? Alors là, pour le moment, aucune idée. On n'est pas du tout
je remets là. On n'est pas du tout dans le calendrier précis sur la durée des 7 ans, sur la distribution des actions dans le temps. Ça, c'est un travail qui reste à faire dans le projet détaillé. Et puis, on a aussi la question budgétaire à laquelle il va falloir qu'on s'attelle, avec des éléments qu'on diffusera au cours de l'été. Donc, on peut envisager, évidemment, on peut envisager que cette tâche intervienne plutôt en début de projet, en début de projet ciblé, puisqu'on est sur les fondamentaux et que beaucoup se construira à l'appui de ce qu'on aura pu développer. Donc, mais il n'est pas exclu qu'on ait aussi une action qui se prolonge dans le temps et qu'on ait des développements qui aillent jusqu'à la fin du projet. Ça reste à voir sur la deuxième partie du projet, ce qui restera à faire d'intéressant et ce qu'on pourra implémenter. D'accord. On peut notamment envisager des allers-retours. Quand les travaux de modélisation auront bien avancé, on pourra peut-être se confronter à de nouvelles questions qui nécessiteront des développements de formalisme ou méthodologique. On n'a pas parlé d'aide à la décision, qui est quand même le degré ultime du dire du risque. Il y a tout un champ de recherche et d'applicatifs autour de l'aide à la décision. Ce sera peut-être une partie à traiter dans un deuxième temps par la tâche 1. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Est-ce que tu vois l'aide à la décision comme un sujet pouvant rentrer dans la tâche 1? Disons quelque part, la définition de la mesure de risque, elle est jamais pertinente, elle est jamais complètement déconnectée de ce qu'on veut en faire derrière, quoi. Donc, sinon, autant travailler directement sur la distribution complète des états du système. Mais donc, forcément, je pense qu'il y a un petit peu un lien. Dans la notion d'incertitude, j'imagine qu'il y a aussi des liens à travers la façon dont c'est compris et finalement dans ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'on peut sans l'afficher comme on va dire comme un objectif en soi spécifiquement dédié. Je pense que si c'est un objectif important, et a priori ça doit l'être du PEPR qui doit apporter des outils pour la gestion forestière, je pense qu'on peut garder ça comme quelque part un questionnement sous-jacent au développement qu'on doit proposer, quoi. Donc, on verra comment ça a évolué, cette question, dans le cadre de la tâche 5 sur les solutions. Mais il y aura peut-être un questionnement de la tâche 5 vis-à-vis de la tâche 1 sur ces questions un peu ultimes d'aide à la décision. Peut-être que, sauf contre-indication, moi, par rapport à la question du calendrier, moi, je serais assez favorable qu'au départ, on se ferme pas la porte à l'idée que la tâche puisse durer un peu dans le temps, quoi. Parce que c'est quand même intéressant, justement, d'avoir des instruments comme le PEPR qui permettent de travailler un petit peu dans la durée, surtout sur des travaux comme ça, un petit peu de réflexion un peu basique. Si des gens s'impliquent, je pense que c'est bien de pouvoir de leur permettre d'étaler un petit peu leur réflexion et leur travail dans la durée pour une fois que c'est possible, avec des projets qui finissent pas au bout de 2 ou 3 ans. C'est peut-être dommage de s'en priver, même si on n'étale pas forcément sur toute la durée des travaux très ambitieux, quoi. La question, c'est qu'il faut le prévoir dès le départ, puisqu'on est sur une contractualisation et que ce timing va être délicat à décider. Mais... Oui, Philippe? Oui, sur les aspects solutions et autres, c'est vraiment le cœur de la tâche 5, je crois. Ils étaient en train d'en parler là tout à l'heure. Donc,
mais avec une visée opérationnelle assez rapide. Il partait visiblement tout de suite sur des histoires d'analyse multicritères et sur des outils d'aide à la décision. Donc, je ne sais pas en quoi la tâche 1 peut effectivement, d'une manière plus conceptuelle, essayer d'organiser tout ça. Moi, la question que je me posais, c'est que je n'ai pas fait, notamment dans notre labo, on n'a pas fait de proposition d'expression d'intérêt pour la tâche 1. Donc, comment est-ce que ça se passe si jamais, comme on disait tout à l'heure, vous souhaitiez avoir du côté des SHS une proposition un peu plus aboutie, comment est-ce qu'on fait, sachant que la phase d'expression d'intérêt est passée, entre guillemets, pour rester quand même un peu dans les discussions avec les groupes et autres, puisque avec ce groupe-là notamment, puisqu'il y a des choses qui sont susceptibles de nous intéresser. Je n'ai pas de réponse à ta question, mais effectivement, elle est bonne, cette question, surtout pour la tâche 1 qui a eu peu d'expression d'intérêt et dont on voit que certaines composantes sous-tâches vont avoir relativement peu de force pour les mettre en œuvre. Donc, ça me paraît nécessaire que les initiatives puissent être encore prises en compte maintenant. Sous quelle forme, on va voir, on vous le dira. À minima, vous pouvez de votre côté commencer à rédiger une expression d'intérêt. On ne sait pas si on la mobilisera en tant que telle, en la fondant à la liste déjà existante, ou si elle rentrera d'une autre manière dans le programme de travail. Donc, commencer à réfléchir à une expression d'intérêt complémentaire ou qui cadre avec une des sous-tâches qu'on a mentionnées là. Ce sera une brique de base à utiliser d'une manière ou d'une autre. Sylvain, on a eu des échanges par mail, notamment suite à l'audition que tu as faite des PC2, pardon, des tâches 2 et 3. Tu avais peut-être une réflexion à partager avec l'ensemble du groupe sur la distinction entre les risques cumulatifs de faible intensité, puis les risques plus extrêmes. Ce serait peut-être intéressant d'un point de vue conceptuel que tu en fasses part à tout le monde. Oui, donc bonjour à tous. Sylvain Dupierre, je travaille au LSM sur les forêts de protection contre les risques naturels gravitaires, donc chute de blocs, avalanches et autres. Ouais, moi, avant de parler de ça, il me semble dans le calendrier, il y a peut-être quelque chose d'important qui serait quand même de réfléchir au concept avant de faire les modélisations, parce que sinon on risque de sortir totalement du schéma multirisque. Donc peut-être que on va dire dans la chronologie, c'est quand même important de réfléchir à tout ça avant de faire les modèles. Et sinon, pour revenir à ce que tu disais, dans le PC2, il y a eu plusieurs sous-tâches de proposer. Et moi, j'avais beaucoup de mal à replacer tout ça dans un cadre risque propre. Mais souvent, quand on s'intéresse aux risques, et notamment aux aléas, on doit définir quelle est la fréquence et l'intensité de cet aléa-là. Et il me semblait que il pourrait être intéressant d'avoir une tâche qui s'intéresse plutôt aux signaux plutôt faibles, donc à des perturbations qui arrivent fréquemment, mais avec des intensités assez faibles et qui conduisent peu à peu à des dépérissements ou ce genre de choses, donc avec on va dire des changements de l'état qui sont progressifs, et à contrario de s'intéresser à des événements totalement à l'opposé, c'est-à-dire des événements extrêmes qui conduisent directement à un changement d'état brutal et important. Donc, c'était une des choses qui me semblait important de voir, mais c'était plutôt d'un point de vue modélisation, mais ça rentre aussi J'ai eu au téléphone un gars d'une autre entreprise, là, qui s'appelle Tuba, qui fait des portes d'entrée, qui m'a expliqué que... Voilà. J'ai coupé un micro. Ouais, je ne savais pas trop si ça m'était destiné ou pas. J'ai même regardé la porte, voir si on me parlait. Mais voilà, en tout cas, c'est dans la réflexion que j'avais suite à ça, c'était essentiellement sur ces points-là il me semblait quand même que c'était intéressant
différencier ces deux états-là, et finalement, ça répond aussi aux questions des gestionnaires qui veulent savoir si leur peuplement va dépérir peu à peu, et comment est-ce qu'ils doivent réagir suite à un événement extrême, quoi. C'est effectivement une discussion qu'on a eue au travers de plusieurs webinaires, et notamment avec la communauté qui s'intéresse au dépérissement forestier. Et là, il y a des questions de sémantique sous-jacentes qui ne sont pas résolues sur est-ce qu'il s'agit de facteurs, est-ce qu'il s'agit de stress, de multistress, est-ce qu'il s'agit de choc ou de risque chronique, est-ce qu'il s'agit d'aléas extrêmes et ces questions-là, elles sont à résoudre peut-être en amont de la question du multirisque. Mais l'importance du dépérissement forestier est telle que même si a priori c'était pas inclus dans le périmètre du risque, mais plutôt des facteurs de risque ou des facteurs de vulnérabilité, ça semble important que ce soit embarqué dans ce PC2 ou du moins dans le PEPR, quelque part dans le PEPR Forest. En tout cas, oui, merci pour cette réflexion. Il va falloir qu'on l'instruise et qu'on voit comment lui donner un cadre dans l'une ou l'autre des tâches du PC2. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant qu'on clôture? Ben écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre participation ce matin. Désolé de vous avoir obligé à vous couper en deux avec éventuellement la participation en simultané à la tâche 5. Il est peut-être encore possible d'aller rattraper le webinaire de la tâche 5 maintenant. Je ne sais pas s'il durera plus longtemps que nous. Donc, n'hésitez pas à interagir sur les plateformes collaboratives avec nous sur la suite de la consolidation de cette tâche 1 et du PC2 en général. On va avoir un séminaire inter-PC qui fera le bilan de cette phase du mois de juin. Ça va avoir lieu le 6 juillet avec l'ensemble des corps groupes des projets ciblés et du PEPR. Suite à ça, on va certainement en retourner vers vous avec des éléments méthodologiques et sur la méthode de travail pendant l'été en attendant la phase de rédaction de la rentrée. Et donc, on vous tiendra au courant par mail des suites à donner. Merci encore. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tu veux peut-être dire un mot, Nicolas, pour conclure? Non, bah, je remercie également tous les participants. Et puis, bah, voilà, je pense qu'on a un sujet difficile, mais très intéressant devant nous. Et voilà, qu'on va essayer de faire au mieux pour le traiter. On a déjà les manches retroussées. Voilà. Allez, à bientôt et merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir. Salut. Bon, voilà. Je pense que la session était utile. Attends, je vais arrêter l'enregistrement si j'y arrive. Je ne sais plus comment on fait. J'ai jamais fait ça. Ah voilà, c'est là.